Bienvenue à cette dernière édition d'Information. L'État et le secteur privé décident aujourd'hui à garantir la souveraineté nationale en prônant pour une économie forte. Et donc pour y parvenir, les procédures ont été examinées par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et les membres de la Fédération des entreprises du Gabon. Communication présidentielle pour plus de précision. Bâtir ensemble une économie plus forte pour garantir la souveraineté nationale, car l'État en lui seul ne peut porter la croissance économique de notre pays. L'implication du secteur privé est primordiale. L'audience entre le président de la transition et les entreprises citoyennes réunies au sein de la FEG a permis de visualiser ensemble cette économie plus inclusive, plus résiliente et plus compétitive aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique de refonder le dialogue entre l'État et le secteur privé, de travailler ensemble à des solutions concrètes et d'appliquer ensemble la feuille de route ambitieuse adoptée en début d'année 2025. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de cette feuille de route, en collaboration avec le gouvernement de la République, permettra de poser les bases d'une économie résiliente et inclusive. Nous espérons que cette audience n'est pas un simple échange de constats, mais un point de départ vers de nouvelles actions plus ambitieuses et plus efficaces. Le potentiel de notre secteur privé est immense. Il ne demande qu'à être libéré, soutenu et accompagné. Nous avons les ressources, nous avons le talent, nous avons l'énergie. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un cadre encore plus favorable, une synergie encore plus forte entre l'État et les entreprises citoyennes et une volonté partagée de dépasser cette difficulté pour bâtir ensemble une économie forte pour garantir la souveraineté nationale. Le secteur privé se présente comme un moteur indispensable et incontournable du développement économique du Gabon. Nous devons bâtir une économie où l'État et le secteur privé avancent désormais main dans la main. Où l'entrepreneuriat n'est pas un parcours semé d'embûches, mais un tremplin vers la croissance où l'investissement privé est encouragé et facilité. C'est à vous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, que revient désormais la responsabilité de porter la prospérité de l'économie de notre pays. L'État sera de moins en moins interventionniste dans la chaîne de production. Il se limitera au domaine régalien de la protection, de la sécurité, de l'éducation, de la santé publique et des superstructures. Il faut s'atteler ensemble à mettre en œuvre la feuille de route pour garantir un meilleur climat des affaires à travers la mise en place d'une politique de stabilité macroéconomique pour renforcer la confiance entre les investisseurs et les consommateurs, maîtriser les dépenses publiques, réduire les barrières commerciales, optimiser la réglementation des procédures administratives, renforcer les procédures judiciaires des entreprises et digitaliser toute l'administration. Améliorer les attentes des objectifs de développement durable au Gabon, le sujet a été longuement évoqué entre le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier et la directrice adjointe du bureau régional pour l'Afrique au PNUD. Jean-Augustin Nzengui nous donne ici plus de précisions. La rencontre entre le vice-premier ministre et la directrice adjointe du bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans le cadre des échanges stratégiques et réguliers qui unissent le Gabon à cet organisme onusien. Ça a été un échange fructueux pour d'abord exprimer les remerciements et la gratitude du PNUD pour la confiance que le gouvernement du Gabon a accordée au programme des Nations Unies pour le développement pendant la phase de transition, mais au-delà, pour un appui continu dans la mise en œuvre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, surtout pour des actions orientées vers le développement.
Les deux personnalités ont également discuté des axes prioritaires devant permettre d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Et nous savons que les ODD ont une particularité d'avoir un certain nombre d'objectifs qui sont interliés. Et les actes qui ont été posés pendant cette transition et qui annoncent la vision en termes de prospective, notamment pour l'employabilité des jeunes, et les priorités liées au développement dans son ensemble, montrent que le gouvernement prend à cœur les questions de la réalisation des objectifs de développement. Et nous pensons qu'à travers l'ensemble de ces actions, c'est la population elle-même qui va s'approprier ces objectifs de développement. Et c'est là où le Gabon constitue un modèle pour toute l'Afrique. Avant de quitter le vice-premier ministre, la directrice adjointe a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner le Gabon dans son processus de transformation socio-économique. Il arrive souvent que l'État gabonais contracte des emprunts financiers auprès des institutions internationales, voire encore des structures bancaires. Mais quelle est l'importance, mais aussi les objectifs des projets des lois qui autorisent l'État à le faire? C'est justement ce sur quoi le ministre des Comptes publics, Charles Mba, a été auditionné par les sénateurs membres de la Commission des Finances. C'était ce matin au siège du Sénat de transition. C'est un emprunt de 350 millions d'euros que l'État gabonais est autorisé à contracter auprès des banques et institutions financières internationales. Auprès de la Banque africaine d'import-export, le Gabon sollicite un emprunt de 200 millions d'euros pour le financement d'infrastructures approuvées par le Programme national de développement de la transition. Parmi les projets prioritaires à financer figure la construction de nouvelles infrastructures telles que Libreville 2, les logements sociaux adaptés, ainsi que les initiatives visant à renforcer les secteurs clés tels que les infrastructures des transports routiers, construction de ponts et réhabilitation de plusieurs réseaux routiers et des voiries dans la capitale et à l'intérieur du pays. Un autre emprunt pour un montant de 150 millions d'euros sera contracté pour couvrir le financement du programme d'urgence de développement communautaire. Pour couvrir le besoin de financement du PUDC, le gouvernement a jugé opportun de recourir à un emprunt d'un montant d'environ 93 393 550 000 francs CFA auprès de Cargill Financial Services International Incorporated. Le PUDC est une déclinaison du Plan national de développement de la transition, PNDT, orienté sur les aspects de développement local et est initié en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les programmes financés par ces emprunts seront bénéfiques à la population gabonaise dans son ensemble. Le ministre des Comptes publics a également présenté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance, portant modification de certaines dispositions de la loi organique relative aux lois des finances et à l'exécution du budget. Pendant ce temps, les entreprises américaines entendent aujourd'hui s'impliquer dans les projets d'investissement dans le secteur minier. C'est donc dans cette optique que l'ambassadeur des États-Unis au Gabon est venu rencontrer le ministre des Mines, Gilles Nembe, Wivine Abessolo et Gérard Miino. Séance de travail qui a permis au ministre des Mines de présenter les projets d'envergure du gouvernement dans ce domaine. La logistique minière qui consiste à la construction de plusieurs infrastructures, notamment la centrale hydroélectrique de Boué, le chemin de fer Belinga-Mayumba au Vindo et le port en eau profonde qui, à terme, permettront l'acheminement des minerais vers l'international. Tout ceci en prélude aux exploitations à venir de Belinga, Baniaka et Milengi. Le membre du gouvernement est également revenu sur la réforme de l'école des mines de Mwanda. Autant d'opportunités présentées qui cherchent preneurs. En réponse, l'ambassadeur des États-Unis entend être le relais du Gabon auprès des investisseurs du pays de l'oncle Sam. Nous avons une très bonne conversation sur la vision du ministre et ses collègues concernant les priorités du Gabon dans ce secteur qui est un pilier de l'économie. Donc, nous avons reçu beaucoup d'informations sur les divers projets et les diverses initiatives menées par les gouvernements. Et ça, c'était une très bonne chance pour voir comment le secteur privé aux États-Unis peut être impliqué dans cet espace. J'espère que nous pouvons booster l'intérêt des investisseurs américains au Gabon et particulièrement dans le secteur privé.
Pour le Gabon, l'idée ici est de multiplier les partenaires pour l'atteinte des objectifs fixés. D'autres réunions pour échange d'informations sont à venir. La production de CIMAP va s'accroître. Une troisième ligne de production sera donc installée et pour la circonstance, une convention a été paraphée entre le ministère du Commerce et le groupe Ciment de l'Afrique. Ingrid Mombo et Francis Ngomo ont assisté également à cette signature. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant d'investissement que compte apporter le groupe Ciment de l'Afrique au Gabon. Cette signature de convention avec le gouvernement vient donc matérialiser ce projet stratégique. Convaincu du potentiel dont regorge la terre bénie gabonaise, ambitionne, je dirais, de cadencer ses investissements en deux volets. La première en est celle d'aujourd'hui, à savoir la signature de la convention d'investissement liée à l'installation d'une troisième ligne de production de 1 million de tonnes, portant ainsi notre capacité de production actuelle qui est de 850 000 tonnes à 1 850 000 tonnes annuel. Par cet investissement, CIMAF réaffirme son engagement à accompagner le développement économique et industriel du Gabon dans sa quête de souveraineté industrielle. Et le socle de la souveraineté industrielle tant prônée par la vision éclairée de son Excellence président de la République, chef de l'État, c'est l'investissement dans une clinquerie dans la zone ou la région de Ntoum, un investissement de 100 milliards de francs CFA qui va permettre une intégration en amont de la filière cimentière à travers la valorisation de la matière première locale, notamment le calcaire, 1400 emplois directs et indirects en phase projet, 500 emplois directs et indirects en phase d'exploitation. Le groupe Ciment de l'Afrique est un acteur clé de l'industrie cimentière, présent dans 12 pays du continent. La signature de cette convention figure parmi les recommandations faites par le ministère de l'Industrie lors des récentes journées de l'industriel. Le ministre des Affaires étrangères a accordé ce matin 3 audiences, dont une première avec Africa CDC, suivie d'une délégation de la francophonie pour enfin échanger avec le représentant résident du PNUD au Gabon. Sheila Mebalé et Ludovic Bitégué. Dans un premier temps, le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, a reçu une délégation du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Cette rencontre a été l'occasion pour le représentant de l'organisation de remercier les autorités pour l'accord portant sur la construction du siège régional de l'Africa CDC. Il faut dire que le siège du centre collaborateur régional couvre donc 9 États, dont bien sûr le Gabon et 8 autres États donc, de l'Afrique centrale, et œuvre à renforcer les capacités des États à prévenir, détecter et à répondre aux épidémies. Et vous savez qu'au cours de ces dernières années, nous avons fait face à plusieurs menaces. En deuxième heure, le tour est revenu à la délégation de l'OIF conduite par le conseiller du secrétaire général de l'institution. Ce dernier a salué le plaidoyer du ministre en faveur du maintien du Gabon au sein de la francophonie, malgré les défis récents. Au-delà de cet accompagnement que nous allons faire ici, j'ai remercié le ministre des Affaires étrangères sur le sérieux qu'ils ont fait et qu'ils ont tenu parole devant les États membres du gouvernement de la francophonie, qu'ils allaient tenir le processus de transition dans les délais. Aussi, on a échangé avec le ministre que nous sommes toujours disposés à la francophonie, même au-delà de ce processus. En dernière heure, le ministre a échangé avec le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Cette rencontre a permis de préparer la prochaine visite de la directrice adjointe du Bureau pour l'Afrique du PNUD. Parmi les autres points abordés, la révision des projets en cours. Nous accompagnons les efforts dans le renforcement du processus électoral et du système électoral avec un appui pour l'inclusion et la participation des jeunes et des femmes et des personnes vivant avec handicap pour que vraiment cette phase qui est en train de se terminer soit non seulement un modèle pour la sous-région mais pour toute l'Afrique et que le développement soit au cœur des populations et de l'action gouvernementale. À travers ces rencontres stratégiques, le ministre des Affaires étrangères réaffirme son engagement à renforcer la coopération avec les partenaires internationaux et à œuvrer pour le progrès du pays sur les plans sanitaires, diplomatiques et socio-économiques.
peut-être vers une solution pour atténuer les dégâts causés essentiellement par les éléphants dans les plantations. Eh bien, le ministre des Eaux et Forêts, le général Maurice Tossu-Alogo, a donc procédé au lancement du projet de coexistence pacifique entre l'homme et le pachyderme. C'était en présence de Lardi Ngemamba et de Paul Jessica Nkol Ntoutou. Bissobinam, département de la Nouya, village situé à 42 km de la commune de Coco Beach. Le gouvernement gabonais a porté un message d'espoir. Le projet de coexistence pacifique entre l'homme et l'éléphant. Un projet ambitieux dont l'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire, protéger les cultures et renforcer la politique de conservation des forêts. Les barrières électriques mobiles restent la solution par excellence. Nous sommes dans la continuité de la stratégie d'atténuation du conflit homme-faune et plus précisément homme-éléphant qui tourne autour de deux principes, c'est-à-dire renforcer les capacités en termes de construction de barrières électriques qui permettraient d'augmenter les récoltes. Cette année également, à travers le projet CAFI, il y a à peu près 6 milliards pour continuer toujours à œuvrer dans ce sens-là. Donc prévu cette année, 1800 clôtures supplémentaires en raison de 200 par province pour endiguer ces phénomènes en termes d'autonomie sur le plan alimentaire. Deuxième point, c'est la mise en œuvre actuellement, la mise en exécution des bâtis administratifs encadrés avec la création de 9 brigades qui correspondent aux 9 provinces pour réduire les pachydermes qui présentent vraiment un danger potentiel pour la vie et la survie des populations rurales. Aujourd'hui, nous avons un heureux récipiendaire qui a acquis le matériel déjà installé pour faire son agriculture de subsistance juste derrière chez lui. Financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA par l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale et soutenu par le WCS, ce programme, qui s'étend sur 2 ans, va aboutir à l'installation de 1800 clôtures électriques mobiles supplémentaires à travers les 9 provinces du Gabon. Une aubaine pour les communautés locales. Dans le cadre de ce programme, il y aura toute une étude pilote qui va être faite avec des tests pour voir comment on peut mettre en place un système d'assurance en vue justement de contribuer à l'atténuation de ce conflit. Nous sommes menacés depuis un nombre d'années par les éléphants. Et ces éléphants-là m'ont poussé à aller poser la demande d'une barrière électrique au ministère des Eaux et Forêts, à la représentation qui est à Coco Beach. Aujourd'hui, maintenant, cette barrière arrive. Je suis très content que ça se fasse maintenant, qu'elle soit posée. Là, j'aurai le cœur tranquille. Assurer aux populations rurales des lendemains meilleurs, optimiser les rendements et atténuer le conflit homme-éléphant afin de ramener l'ordre dans la nature. Le ministre des Eaux et Forêts exhorte les populations à se mettre en coopérative afin d'avoir des espaces bien sécurisés pour une meilleure production agricole. Auparavant, le ministre des Eaux et Forêts, le général Maurice Tossu-Alogo, était à Lebamba, dans la province de Langounié. Là-bas, il est allé lancer les activités de l'usine Timber Walker dans le cadre de la relance de la filière forêt-bois. Léa Bifan et Tito Greg Mohamed. Une nouvelle dynamique insufflée au secteur forestier dans le département de la Loti-Ouanou. À plus de 15 km de Lebamba, le ministre des Eaux et Forêts redonne vie à l'usine de transformation de bois Timber Walker. Cette mise en service intervient dans la foulée de la relance des activités de la Société nationale des bois du Gabon, repris par l'État, la SNBG, présent sur le lieu, entend jouer sa partition. Cette entreprise a été longtemps en difficulté et vous savez qu'avec la reprise de la SNBG, l'objectif est de redynamiser certaines unités et c'est l'objet actuellement sur ce jour. Donc, booster cette entreprise en termes de fourniture de grumes, fourniture de la matière, afin de redynamiser l'emploi. Puisqu'en fait, l'optique, c'est de pouvoir avoir à peu près 350 emplois des jeunes Gabonais et relancer la dynamique économique au niveau de la localité et sur le marché international. Avec une capacité d'installation de déroulage de 4000 m3 par mois et de sciage de 6000 m3 par mois également, l'usine Timber Walker a de quoi faire du capital humain dans la Loti-Ouanou,
une priorité. Permettre également à la SNBG de se redéployer, puisque vous savez, la SNBG, le Gabon détient à peu près une soixantaine de pourcentage de départ. Il faut redynamiser la SNBG à un niveau un peu plus haut et redynamiser les petites unités de transformation. Ici, nous avons la première et la deuxième transformation qu'il va falloir en fait renforcer. Pour une meilleure gestion de la filière forêt-bois dans la province de Langounié, le ministre des Eaux et Forêts dote à la direction provinciale et les différents cantonnements de la localité du matériel pour optimiser leur rendement. Et puis, les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. C'est également dans cette optique que le ministère des Travaux publics a lancé les travaux d'aménagement de la route Lebamba, Mbigou et Malinga. Jean de Dieu Ogoms, Michel John Boudega. Mbiou, département Laboumiloti, le projet des travaux d'aménagement de la route bitumée Lebamba, Mbiou, Malinga, Melo, frontière du Congo, 208 km, est en chantier. L'acte a été posé par le chef de l'État et le patron des travaux publics. Les caractéristiques de cette route, c'est qu'au niveau de la couche des formes, ce sera en latérite amélioré au concassé, ce que l'entreprise nous a proposé, mais on attend voir les documents techniques pour pouvoir analyser et approuver par l'administration, notamment la Direction générale des études des infrastructures. Dans le profil, c'est une route en 2 fois 1 voie, une route classique qui va épouser le profil, celui des Ndende, les Bamba, qui a été déjà réalisé et réceptionné. Pour le ministère des Travaux publics, c'est un projet confié à la société Ebomaf Togo. Le tronçon Les Bamba Mbigou avait fait l'objet d'une étude par un bureau tunisien, Studi International, dont les Bamba Mbigou est étudié depuis 2007. Ce qui veut dire que l'entreprise Ebomaf ne fera que de l'actualisation des études. Dans l'étude qui va rester, c'est le tronçon Mbigou-Malinga, qui mesure 124 km à peu près. Après plusieurs années de calvaire, la réalisation de cette route va abréger les souffrances des populations de Langounié Sud. On est très content de voir se réaliser les promesses du chef de l'État. La route était déjà bizarre, donc tout ce qui vient arranger la route, nous sommes vraiment contents, on se réjouit. Les travaux de cet axe seront préfinancés par l'entreprise adjudicataire pour un délai d'exécution de 72 mois et va générer 1800 emplois. Première session ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale de l'année, notamment à Malabo, en Guinée équatoriale. Une conférence de presse par visioconférence entre les journalistes et le gouverneur de la BEAC a donc été effective. Léa Bifane et Pierre Claver-Ella nous en disent davantage. Pour saisir les enjeux de politique monétaire dans la zone CEMAC, le gouverneur de la BAC, au sortir de la première session ordinaire de l'année du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, tient en haleine les hommes et femmes des médias de la sous-région par visioconférence. Le cadre macroéconomique de la CEMAC se caractériserait selon nos récentes prévisions par les éléments suivants. Un renforcement de la croissance sous-régionale à 2,9% contre 2,6% en 2024. Un repli du taux d'inflation sous la norme communautaire autour de 2,9%, 9% du PIB en 2025. Une évolution significative qui devrait favoriser la stabilisation de la croissance économique de la sous-région. Le comité de politique monétaire, à la fin de cette session, a décidé de ramener le taux d'intérêt des appels d'offres de 5% à 4,50%. Le taux de la facilité de prêt marginal de 6,75% à 6%. Avec
des perspectives macroéconomiques qui vont redéfinir la situation économique de la CEMAC. Le gouverneur de la BAC annonce la mise en disponibilité de nouvelles pièces de monnaie dans la sous-région dès début avril. Merci Léa Bifane pour toutes ces informations. Renforcer les stratégies en milieu académique, objectif donc de cette signature de convention qui lie désormais l'Institut technique avancé de Libreville et l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Les deux institutions s'engagent donc pour une série d'échanges entre elles. Des précisions avec Aimé Joël Adjayi et Jacob Mukwangi. Engagé dans un processus de modernisation de ses programmes, l'Institut des techniques avancées, premier établissement supérieur privé du pays, est parvenu à cet accord avec l'Université des sciences et techniques de Massoukou, une convention qui vise le développement à la fois des échanges de personnes, d'expériences et d'activités. L'objectif est de former des ingénieurs dans les domaines de mines, du pétrole et de la construction des infrastructures en vue de répondre efficacement aux attentes des entreprises en matière de main-d'œuvre disponible et compétente. Je suis convaincu que l'USTM, de par ses nombreuses années d'expérience et la richesse de ses enseignants, jouera valablement sa partition pour relever les grands défis qui nous attendent. Je voudrais souligner que par la présente convention de collaboration avec l'USTM, vient renforcer notre politique de développement de la coopération interuniversitaire, gage de la facilitation de la mobilité des étudiants et des enseignants. Premier établissement scientifique de l'État avec un potentiel de 7 établissements, l'USTM pour sa part espère par cette signature un partenariat aussi vivant avec l'ITA. Je voulais que ce partenariat soit quand même un partenariat vivant. Nous avons lu chacun d'entre nous les termes du contrat qui va nous lier. Et donc, c'est vraiment de le faire vivre à travers les personnes, faire vivre à partir des éléments de pédagogie et peut-être de recherche. Nous avons quelque chose à offrir. L'Université des sciences et techniques de Massoukou, c'est quand même 7 établissements. Mais c'est un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Basé à Libreville, l'ITA, sous la double tutelle de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, forme dans 3 grands domaines, les sciences et techniques industrielles, les sciences de gestion et les sciences juridiques. Rendre à César ce qui est à César, c'était plutôt un reportage signé Guy Madjupa Swangé Taba. Cela dit, toujours en éducation cette fois-ci, au lycée, un déficit en matériel didactique vient d'être comblé au lycée technique Charles Méfane de Lambaréné. Les anciens élèves de cet établissement entendent donc appuyer ce lycée en apportant notamment du matériel didactique qui vient donc pallier les difficultés de cet établissement. Betty Andembe et Shelly Manéa. Du matériel pédagogique pour soutenir le fonctionnement du lycée d'État Charles Méfane de Lambaréné, une action des anciens élèves de cet établissement secondaire. Nous sommes venus faire une petite dotation de matériel pédagogique qui marque notre contribution à l'effort de l'État, parce que nous pensons que ce lycée a beaucoup fait pour nous. Nous nous sommes déjà réunis autour de cette association pour un peu aussi encadrer ces jeunes. Composé essentiellement des équipements de géométrie, de cartons de rames de papier et des boîtes de craie, ces outils vont permettre aux enseignants de mieux clôturer le 3e trimestre. L'acte de solidarité que vous posez en ce moment à l'endroit de la communauté éducative du lycée Charles Méfane vient à point nommé car il va atténuer un temps soit peu ces difficultés. Face à cet élan de solidarité, les apprenants expriment leur gratitude. Ce dont va nous aider à finir cette année scolaire déjà, parce que dans notre lycée, on commençait déjà à rencontrer des problèmes au niveau des photocopies. Et donc pour nous, c'est vraiment agréable de savoir que nos anciens nous soutiennent. L'association des anciens élèves du lycée d'État de Lambaréné a été créée le 13 septembre 2020 à Perpignan en France et compte à ce jour 225 adhérents.
Municipalité, pour terminer cette dernière édition d'information, l'activité de pré-collecte des déchets dans le Grand Libreville, une problématique qui va sans doute trouver solution. C'est en cela que ceux exerçant donc cette activité ont reçu officiellement les arrêtés réglementaires. La cérémonie présidée par le délégué spécial en charge de la commune de Libreville s'est déroulée en présence du partenaire Clean Africa. Rita Abogo et Guy Serge Dizombo. Plus d'anarchie dans le secteur de pré-collecteurs d'ordures. Après examen des différents dossiers, 21 ont été jugés recevables. Ces derniers reçoivent ici leurs arrêtés, un document très important qui leur permettra d'exercer dans ce domaine en toute légalité. Notre nation a engagé une lutte résolue contre l'insalubrité. Il y a quelques jours, nous avons franchi une étape décisive avec la signature d'une convention entre la mairie de Libreville et Clean Africa. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin en intégrant pleinement les pré-collecteurs, acteurs essentiels de cette chaîne. Dans cette dynamique, la mairie de Libreville a pris 3 arrêtés fondamentaux. L'arrêté réglementant l'activité de pré-collecte des déchets qui fixe les normes et obligations applicables aux acteurs du secteur. L'arrêté établissant les tarifs de pré-collecte assurant une rémunération équitable et stable aux travailleurs concernés. Ensuite, l'arrêté autorisant l'exercice de cette activité, précisant les critères d'éligibilité et de conformité. Être efficace sur le terrain, c'est ce que les autorités municipales attendent de ces pré-collecteurs qui sont d'ailleurs conscients de cet engagement. C'est avec un réel sentiment de satisfaction que nous allons sortir de cette salle aujourd'hui, chacun de nous disposant d'un arrêté municipal. D'un ton ferme, revêtant son grade de général de brigade, Judy Ibrahim Rapochombo a invité ses différents pré-collecteurs à respecter scrupuleusement les clauses du contrat. Plus aucun déchet, la ville devrait dorénavant briller, a-t-il martelé. Un communiqué avant donc de nous séparer, nous le lisons ensemble. La présidente de la commission électorale du 6e arrondissement de Libreville porte donc à la connaissance des populations de cette circonscription électorale que la dite commission est installée dans les locaux de la mairie du 6e arrondissement de Libreville, site au quartier Nzayan. Et cette mairie est donc ouverte, cette commission est donc ouverte dès 8h et ce jusqu'à 18h. Le chronogramme des lancements des activités de cette commission est le suivant. Le mardi 25 mars, c'est-à-dire demain, réunion d'information avec les équipes de campagne des candidats à partir de 14h. Mercredi 26 mars, visite des centres de vote à partir de 8h. Et le jeudi 27 mars, formation des scrutateurs à la salle de mariage de la mairie du 6e arrondissement, mais également la formation de l'équipe 1 des scrutateurs de 8h à 12h. Formation également de l'équipe 2 des scrutateurs de 14h à 18h. Vendredi enfin, 28 mars, à partir de 8h, il y aura un séminaire de sensibilisation des équipes de campagne des candidats. Voilà, c'est par ce communiqué que nous mettons un terme final à cette dernière édition d'information. Demain, 13h, Eva Raissa à Ingon Eban, 20h, vous retrouverez Béni Evaka. J'aurai le plaisir de vous retrouver naturellement demain à 23h. Bonne suite de programme sur Gabon Premier.